notre second débat dans cette émission débat plus prospectif consacré à l'avenir du PS et à l'avenir d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, hold up sur le PS, voilà le titre que l'on a choisi, le double mixte. Le double mixte, c'est le nom de la salle où se déroulait le 79e congrès ce week-end à Villeurbanne. Anne Hidalgo l'a joué en solo, elle n'était pas présente, elle a refusé aussi de débattre avec ses contradicteurs en attendant le vote des militants le 14 octobre. Samia Dechir. Elle n'était pas présente ce week-end, mais le congrès du PS ressemblait bien à une première victoire d'Anne Hidalgo. Après la réélection d'Olivier Faure à la tête du parti, la maire de Paris, soutenue par la quasi-totalité des poids lourds socialistes, est désormais sûre d'être investie candidate à la présidentielle. Le Parti socialiste doit déterminer, et à mon avis rapidement, quel candidat, quelle candidate il soutient pour l'élection présidentielle. Je sais avec certitude qu'il soutiendra la candidature d'Anne Hidalgo. C'est le souhait d'Anne Hidalgo. Elle doit être la candidate soutenue par les socialistes et soutenue à fond. Pour obtenir l'investiture du parti, elle doit d'abord se soumettre à un vote interne des militants. Face à elle, Stéphane Le Foll, maire du Mans et ancien ministre de François Hollande. Un match sans suspense et sans débat public. La direction s'y refuse. Je ne peux pas dire que nous avons peur des critiques. Moi, ce que j'ai peur, c'est de donner l'image d'un parti à l'extérieur qui se déchirerait, d'avoir aux yeux des Français qui n'ont que faire de nos querelles, d'avoir des divisions qui soient étalées sur la place publique. Pas de débat public donc, mais un échange en interne entre candidats et militants. Les partisans de l'outsider Stéphane Le Foll dénoncent un déni de démocratie. Oui, il manque de débat dans ce parti, il manque de vote, il manque de confrontation. Quelle politique économique, quelle politique étrangère, quelle politique européenne, voilà ce qu'il faut débattre de manière publique, directe, contradictoire. Une critique partagée par certains militants, pourtant favorable à la candidature d'Anne Hidalgo. Ça ne peut pas être une décision verticale de dire Anne Hidalgo est la candidate à la présidentielle. Mais qu'il y ait un débat, ça semble tellement naturel. S'il y a plusieurs candidats, ça serait bizarre quand même qu'il n'y en ait pas. Le vote des militants aura lieu le 14 octobre. Tous savent que le match est déjà écrit. Avec ou sans l'investiture du parti, Anne Hidalgo est de toute façon déjà candidate à l'élection présidentielle. Les chances d'Anne Hidalgo dans cette élection présidentielle, est-elle en train de réaliser un hold-up sur le PS? C'est la question que l'on pose et que je pose à mes invités. J'accueille Serge Raffi, bonjour, bienvenue. Vous Bonsoir. êtes rédacteur en chef à l'Obs, vous publiez Anne Hidalgo, une ambition qui vient de loin. C'est aux éditions Bouquin. J'accueille le sénateur socialiste de Paris, David Assouline. Vous soutenez la candidature d'Anne Hidalgo, bienvenue à vous aussi. Merci. Céline Braque, bonsoir. Bonsoir. Céline, bienvenue, vous êtes directrice de l'Institut de sondage Odoxa. Mathieu Croissando, évidemment, est resté à mes côtés. David Assouline, je commence avec vous. Je lisais dans Le Point que vous avez négocié au nom d'Anne Hidalgo pour décider de l'organisation ou non d'un débat avec Stéphane Le Foll et Jean-Christophe Cambadélis. C'est pas complètement comme ça. Au Congrès, il a été décidé de faire une petite commission où les uns et les autres discutaient pour proposer une procédure de désignation. Donc j'ai défendu l'idée qu'il fallait un vote souverain des militants, comme on l'a toujours fait, et puis qu'il y ait un échange des candidats avec les militants dans un délai assez rapproché, parce que de toute façon, faut être prêt vite maintenant. Il faut commencer à surtout penser à aller vers les Françaises et les Français. Et Anne Hidalgo consacrera l'essentiel de son temps à partir de maintenant, avec le fait qu'elle est maire de Paris. Tout ce qu'elle pourra donner en plus sera pour aller sur le terrain et notamment discuter avec les abstentionnistes qu'il faut faire revenir à la politique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un débat, c'est une perte de temps? Non, pas du tout. Je viens de vous dire qu'il y aura elle va débattre avec les militants. Oui, un débat avec ceux qui s'étaient déclarés candidats. Je viens de vous répondre. Il y aura un débat, que la procédure va être encore précisée sur la forme, avec les militants qui ont des questions à lui poser sur ses propositions, sur son dessin, sur sa vision de la France. Et il y aura un vote complètement éclairé, avec une procédure qui a été décidée par les statuts, que c'est cette fois-ci
un vote interne et donc un débat interne. Alors je sais que vous préférez quand on s'écharpe sur les plateaux. Mais alors sur ce plateau, l'émission est jeune, mais c'est pas exactement. Je parle pas de vous. Je parle pas de vous. Je sais très bien qu'on aime bien toutes ces mises en scène, mais nous on peut pas dire qu'on a regardé ça avec dédain dans le passé. On l'a fait, et là on a considéré que dans ce moment de reconstruction, de volonté, de clarté, il n'y avait pas des différences énormes qui s'étaient manifestées dans notre congrès en termes d'orientation politique distinctes qui ont existé dans le passé, et donc qu'il fallait se mettre vite en ordre de bataille autour d'une candidature et privilégier, je répète, le débat avec les citoyens plutôt que la mise en scène de combat des égaux, parce qu'en plus, vous le savez comme moi, qu'il n'y a pas, disons, de concurrence ou de grand suspense sur le résultat de ce qui va être voté par les militants très massivement. Oui. J'imagine que Stéphane Le Foll va apprécier. Dans le JDD, il dit Olivier Faure et Anne Hidalgo refusent le débat. J'en prends acte. S'il n'y a plus de débat au sein du PS, c'est la mort du parti tel qu'il a existé. Oui, j'entends. C'est-à-dire vous pouvez entendre aussi ce discours. Non, je cherche à comprendre toujours quand quelqu'un parle pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut démontrer, qu'est-ce qu'il veut dire. Or, nous sortons d'un moment de débat gigantesque. Il y a peu de partis qui font ça. Nous, c'est toutes nos sections, toutes nos fédérations qui, à multiples reprises, se réunissent, votent sur des textes d'orientation, ont élaboré un projet. Il y a eu des zooms du projet parce que c'était il y a 6 mois, il fallait le faire en zoom, ouvert au plus grand nombre. Boris Vallaud, pardon. Là, je lui ai donné le nom de sa femme. C'est bien, pourquoi pas, on pourrait faire ça. Oui, on pourrait aussi. Donc, à rassembler ça, tout le monde a jugé que ce document de plus de 60 pages est un vrai document avec un vrai projet à mettre sur la table pour les Français. Tout ça, ça a été le débat. Je n'ai pas vu une seule fois Stéphane Le Foll ni participer, ni émettre une opinion sur tout ce travail. Et je viens d'un congrès, puisque je viens de passer 2 jours avec les militants à Villeurbanne. Je n'ai pas vu Stéphane Le Foll. Or, il y a eu des dizaines d'interventions. Il aurait pu se dire que puisque le parti est important, ils viennent dire devant ce parti, au moment suprême d'un congrès, ce qu'ils pensaient. Mais ils préfèrent le dire dans les médias, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est plutôt la volonté d'abîmer, la volonté d'abîmer plutôt que de construire ensemble une alternative pour la France. Je reviens à la question du débat et ce titre Hold Up sur le PS. Est-ce que vous ressentez la stratégie d'Anne Hidalgo depuis quelques jours, le fait qu'elle ne soit pas venue au Congrès, le fait qu'elle se soit déclarée finalement face aux Français avant même d'avoir reçu l'investiture des militants comme une forme de hold up? Déjà, le fait qu'elle ne vienne pas à ce Congrès a fait que ce Congrès n'a intéressé personne. Pardon, et je veux dire, médiatiquement, c'est quand même le désert. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est vrai que c'est Éric Zemmour qui a occupé tout le terrain pendant 2 jours. Médiatiquement, le congrès du Parti Socialiste est pratiquement passé à la trappe. Donc ça, c'est un problème. Sur le fond, dans l'histoire du Parti Socialiste, il y a toujours eu des votes des militants. Lionel Jospin a été désigné par un vote militant. Donc c'était tout pour le parti, tout sur le parti. Ensuite, il y a eu François Hollande, qui a été, lui, désigné par une primaire, et ça a été un succès, et une primaire très digne, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de bonne recette. Tout dépend de la conjoncture, et tout dépend des circonstances historiques. Ensuite, on a vu le désastre Benoît Hamon, mais qui était déjà écrit pratiquement politiquement avant même la primaire, parce que déjà le parti était beaucoup abîmé. Donc là, on se retrouve effectivement devant un premier secrétaire fragile malgré tout, même s'il a été élu assez facilement au Congrès à plus de 70% des voix. Je dirais pas que c'est soviétique, mais c'est quand même assez énorme. Mais il y a une sensation d'anémie du Parti Socialiste, d'un malgré tout, malgré ce que dit David Assouline, et je comprends ce qu'il dit. Mais il y a quand même, pour le grand public, l'impression qu'il n'y a pas de grand débat au Parti Socialiste sur quand même les grandes questions qui se posent aujourd'hui, même s'il y a ce projet, s'il y a ces 60 pages, etc. Médiatiquement, tout ça n'est pas apparu
au grand public. Alors, si on élargit maintenant et on se projette un petit peu dans l'avenir, Céline Bracq, la question des chances, quand vous analysez la candidature d'Anne Hidalgo, qu'est-ce qui ressort? Peut-être, on va commencer par les points positifs et puis ensuite vous mettrez en avant les faiblesses. Oui, parce que je voulais réagir aussi, ce terme de hold-up, encore faut-il qu'il y ait un butin en fait, à voler quand on parle de hold-up. Pour le moment, le butin est un peu maigre et elle n'a pas une concurrence absolument extraordinaire au sein du Parti socialiste. Et c'est d'ailleurs un des atouts d'Anne Hidalgo. C'est-à-dire que, certes, le PS ça grince un peu des dents, mais il n'y a personne qui s'impose face à elle de manière évidente. Donc ça, c'est un atout. C'est une personnalité politique qui est connue en France, à Paris, mais pas seulement à Paris. En France, c'est une personnalité politique connue et qui a été élue et très bien réélue. Et elle est vue comme quelqu'un de battant. C'est pas une apparatchik, c'est une personne qui a grimpé petit à petit les échelons, qui a été élue une première fois à Paris, etc., etc. Après, est-ce que connu, ça veut forcément dire populaire? Non, bien sûr que non. Et justement, le problème, c'est qu'elle est impopulaire, Anne Hidalgo. Auprès de la majorité des Français, il y a 2/3 des Français qui rejettent la personnalité d'Anne Hidalgo. Alors certes, c'est évidemment beaucoup mieux si on resserre sur les sympathisants de gauche, si on resserre sur les sympathisants socialistes. Ils sont les 2/3 à avoir une bonne image d'elle. Mais il faut voir qu'aujourd'hui, les sympathisants socialistes, c'est 6% des Français. Et encore, ces 6% de Français, on a vu par exemple que lors de la dernière présidentielle, en 2017, ils étaient minoritaires à voter pour Benoît Hamon. Et cette fois-ci, on a... Pour le moment, en tout cas, je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça va faire partie de votre travail dans les mois qui viennent. Une gauche absolument morcelée et des écologistes qui avaient voté assez massivement, si l'on peut dire, Benoît Hamon et qui, cette fois-ci, auront a priori leur candidat ou leur candidate. Mathieu ? Je ne pense pas qu'elle fasse un hold-up sur le PS. Elle est en position de force, donc elle dicte ses conditions. Après, comme l'a dit Céline, il n'y a pas de concurrence. Ce qui étonne, c'est dans la tradition du Parti socialiste, où on se targuait plutôt de faire primer les idées sur les personnes. Là, on a une personne qui arrive dont on ne connaît pas vraiment les idées, puisqu'il n'y a pas de projet, et ce projet n'est même pas mis en débat, puisqu'il n'y aura pas de débat. Ça, c'est aussi étonnant, parce que quand on se souvient, Serge l'a rappelé, oui, il y a eu Lionel Jospin, mais il y a eu Ségolène Royal qui a fait 3 débats face à 2 contradicteurs qui étaient des poids lourds. Et quel débat, voilà, Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius, et même avant, si on remonte à Mitterrand, il y a eu en tout cas un congrès de Metz, par exemple, qui avait tranché la ligne entre Rocard et Mitterrand sur l'élection suivante, même si Rocard a tenté quelque chose, puis finalement il a renoncé. Mais il y avait cette tradition de combat d'idées. Là, aujourd'hui, David Assouline nous dit il y a un projet du Parti socialiste, mais là encore, est-ce que ça sera le projet d'Anne Hidalgo? Non, on le sait. Traditionnellement, là, c'est pas spécifique à Anne Hidalgo. Un candidat fait toujours son projet à côté. Et voilà, et François Hollande l'avait fait à côté du Parti socialiste. Et après avoir été investi, comme à chaque fois. Donc on est complètement dans le même tempo. Non, parce que ce qui est très particulier quand même, c'est cette absence de projet. Généralement, le projet précède la candidature dans l'histoire des candidats socialistes. On sait d'où ils viennent. C'est des gens qui ont signé des... Je vous donne un exemple très parlant. Anne Hidalgo a fédéré autour d'elle une équipe. Et c'est vrai que c'est plutôt des jeunes mères. C'est des jeunes mères qui viennent d'horizons divers au PS. Carole Delga était valsiste. Est-ce qu'Anne Hidalgo est valsiste? Je ne le pense pas. Mathieu Klein, le maire de Nancy. D'ailleurs, Mathieu, porte-parole de Valls. Elle ne les a pas fédérés au départ. Ce sont vraiment eux qui se sont regroupés et qui l'ont poussé parce qu'il y a un an, elle n'avait pas très envie. Elle les a consultés quand même. Non, ça n'a pas marché comme ça. C'est vraiment les élus, toute cette génération des cadres du Parti socialiste, Mathieu a raison, qui eux se sont réunis bien avant pour savoir mais qui pourrait incarner quelque chose. Donc ils sont allés la chercher quelque part. On peut dire qu'elle fait la synthèse. Bien sûr, oui. Mais sur quel fond, sur quel projet? Pour l'instant, on n'en a pas la moindre idée. Allez-y. Oui, je pense qu'il y a des approximations dans ce que vous dites, parce que en réalité, Carole Delga, personne ne va la caractériser comme valsiste, parce que... non, elle a soutenu Manuel Valls à la dernière primaire. Donc oui, mais ça veut absolument rien dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est au Parti socialiste et tout le monde sait qui est Carole Delga, à peu près quel type de politique elle défend, pas seulement par les mots, mais parce qu'elle réalise en Occitanie, et c'est la présidente de région la mieux élue. Donc je ne pense pas qu'on ne sait pas ce qu'elle dit, ce qu'elle pense,
quelle vision elle a du social, de l'écologie, mais c'est incarné, c'est-à-dire c'est dans la pratique. Et les Français, d'Occitanie par exemple, savent beaucoup plus qu'est Carole Delga que les commentateurs apparemment. Donc ensuite, si je prends le maire de Nancy, pareil, c'est exactement pareil. Lui aussi, Manuel Valls pendant la primaire, ça voulait dire quelque chose. C'était une vision du socialisme à l'époque face à celle de Benoît. Mais ne soyez pas à ce point nostalgique. Là, aujourd'hui, on écrit une nouvelle page. On écrit une nouvelle page. Alors, que propose Anne Hidalgo ? Par son parcours, par sa vie, elle va se faire connaître autrement que comme la maire de Paris, simplement la maire de Paris. Aujourd'hui, on voit des sondages. Je suis appelé pour un sondage. J'habite, je ne sais pas, à Marseille ou à Lyon ou ailleurs. On me dit, Anne Hidalgo, je pense tout de suite maire de Paris. Oui. D'accord ? Quand on me dit Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon, qui s'est présenté 2 fois, une 3e fois et tout ça, je pense... vision du pays, je connais son histoire, je sais qui il est, etc., et présidence de la République. Donc maintenant, elle va aller à la rencontre des Français, elle a commencé, pour qu'ils sachent qui elle est. Et c'est une femme française, fille d'immigrés espagnols ouvriers, qui a grandi à Lyon et qui, comme beaucoup de jeunes, sont venus à Paris pour avoir un avenir professionnel. Elle a choisi le social, inspectrice du travail, et elle est rentrée en politique par la meilleure des fonctions, où on joint les idées et la pratique et on voit les réalisations. On est remis en cause à l'instant T quand on fait les choses, on doit se remettre en question. Je voudrais revenir sur le hold-up. Et elle a fait ça à Paris par 2 fois. On a jugé qu'elle était plutôt compétente. Et elle a rassemblé la gauche, parce que ça aussi... Le côté trop parisien... Elle n'a pas encore rassemblé la gauche. Juste, pour revenir à cette... Parce que c'est quand même très important, cette histoire de hold-up sur le Parti Socialiste. Je suis d'accord avec vous, c'est pas un hold-up, etc. Moi, je dirais que c'est un chapardage. C'est-à-dire que c'est une manière assez habile de, en même temps, s'appuyer sur le Parti Socialiste, tout en y allant avec des gants. Oulala, il faut pas que je me salisse trop les doigts là-dedans. Mais ceci dit, dans son histoire politique, Anne Hidalgo n'a jamais été une apparatchik. Elle a toujours été en lisière. Elle a toujours eu des gros problèmes avec les grandes batailles d'idées au sein du Parti socialiste. Non pas parce qu'elle n'a pas d'idées, mais parce qu'elle a toujours été très méfiante de ces batailles des éléphants du Parti socialiste. Parce que d'abord, elle n'en était pas un. Elle était très aubriste. On sait très bien qu'elle a été marrainée, entre guillemets, par Martine Aubry pendant plus de 10 ans. C'est-à-dire que sa carrière, quand même, elle la doit essentiellement à Martine Aubry. Il ne faut pas l'oublier. Donc elle était... Et un peu Bertrand Delanoë, on lui a un peu forcé la main pour la prendre au départ. Il n'en voulait pas, Bertrand Delanoë. Ça s'est fait d'une manière très compliquée. C'était aussi lui qui avait envie, qui voulait faire plaisir aussi à Martine Aubry et à François Hollande. Et d'ailleurs, vous racontez dans votre livre un clash avec Bertrand Delanoë quand elle a été potentiellement candidate à la mairie de Toulouse, quand c'était François Hollande, on est en 2004, c'est ça? C'est-à-dire que le livre, l'idée de placer le livre raconte, candidate à Toulouse. Là, j'avoue que j'étais moi-même très surpris de découvrir les relations pour le moins complexe entre Anne Hidalgo et Bertrand Delanoë. C'était vraiment incroyablement tendu. Et donc Anne Hidalgo, en fait, au bout de quelques années, à la mairie de Paris, alors qu'elle est première adjointe, la fameuse période où elle est première adjointe au bureau des temps. Vous savez, on l'appelait l'horloge parlante. À l'époque, on se moquait beaucoup d'elle. Pour parler poliment. Elle s'ennuie pas, elle est humiliée, elle se sent très humiliée et elle veut partir. Et elle le dit et à Martine Aubry et à François Hollande, je ne veux pas rester à Paris. Et donc là, il y a une opération qui se monte par François Hollande, qui a quand même l'art toujours pareil, l'art de l'esquive. Il y a une possibilité à Toulouse, tu devrais y aller. Et elle a fait effectivement un petit voyage à Toulouse et elle a tâté le terrain pour savoir si c'était jouable. Elle s'est rendue compte, ça prouve qu'elle est quand même très habile, elle s'est rendue compte que Toulouse, c'était très compliqué parce que là aussi, les militants, c'est très compliqué d'avoir l'appui des militants d'une fédération comme celle de la Haute-Garonne. Alors, trop parisienne, mais elle a répondu, Anne Hidalgo, c'était sur France Inter lundi dernier, écoutez.
Quand je me déplace partout, que ce soit en Ardèche, que ce soit dans le Massif central, en Occitanie, en Bretagne, dans le Nord, les gens sont venus me parler, non pas du fait que j'étais maire de Paris, ils étaient plutôt d'ailleurs contents. Beaucoup d'entre eux m'ont dit « c'est bien qu'on vienne nous voir et qu'on vienne nous écouter ». Je pense qu'il y a un besoin vraiment de parole, d'expression à hauteur d'hommes et de femmes, de ce qui se passe dans la vraie vie des gens. Et il se trouve que par mon histoire personnelle, je viens d'un milieu très populaire, de l'immigration espagnole, j'ai eu la chance de bénéficier de cet ascenseur républicain. Je connais la vraie vie, vous savez. Je connais la vraie vie. Céline Bracq, c'est l'un des défis d'Anne Hidalgo, peut-être de s'adresser à l'électorat populaire aussi ouvrier. Oui, parce que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure qu'elle était assez, enfin même très impopulaire auprès de l'ensemble des Français, Anne Hidalgo, c'est notamment parce qu'elle est jugée comme quelqu'un de peu proche des gens. C'est comme ça qu'elle est vue pour le moment. Et par ailleurs, il y a l'élu parisienne, mais c'est pas seulement aux Provinces-Unies, tous contre Paris. C'est aussi que elle est connue, Anne Hidalgo, notamment pour son combat contre la voiture. Et dans beaucoup de parties de la France, se dire qu'on a quelqu'un qui s'oppose à la voiture, se dit qu'il faut la limiter au maximum. Alors qu'on n'a pas encore forcément une alternative pour faire autrement pour les travailleurs. Voilà, c'est quand même, ça passe pas forcément très bien. Et elle est vue aussi comme quelqu'un intervenant beaucoup sur des sujets sociétaux plus que sociaux. Donc là aussi, c'est un travail qu'elle aura à faire, c'est-à-dire prouver qu'elle peut être la candidate sociale du Parti socialiste, ce qui n'est pas le cas pour le moment. C'est vrai qu'elle est vue plutôt, et elle est plutôt appréciée par des catégories qui sont plutôt des catégories supérieures plutôt que des catégories populaires. Difficile de relever ce défi quand même, David Assouline. Ça veut dire, est-ce que c'est pour ça ? Est-ce que par exemple, son premier acte fort dans la campagne, c'est évidemment la hausse des salaires, c'est sa proposition sur le salaire des professeurs et de tous ceux qui sont en contact avec les enfants. C'est aussi pour gommer cette dimension qu'elle prend cette direction ? Oui. Je vais vous répondre. Quand vous dites ce serait difficile si c'était la fabrication d'une image. C'est-à-dire s'il fallait inventer une image de ce qu'elle n'est pas et qui serait cette image sociale. Or, c'est très facile. Il va falloir juste le faire connaître, le faire savoir le plus humblement possible. C'est pas forcément des émissions télé, c'est sur le terrain. Ce qu'elle est. C'est-à-dire que quand elle dit je connais la vraie vie, c'est vrai. Et beaucoup plus que la majorité de la classe politique que je connais qui n'arrête pas de parler du peuple. D'accord ? Donc, elle élève ses enfants, elle a une vie professionnelle, elle conjugue tout ce que la vie quotidienne fait, mais aussi ses origines. Et pour comprendre sa fibre sociale de gauche, on va dire, qui va bien au-delà du Parti socialiste, qui a ses racines dans la République espagnole, son grand-père était un condamné à mort par Franco, ça se porte presque dans les gènes, ces choses-là. Et son engagement, elle a grandi dans des quartiers populaires. Je sais son empathie pour la cause sociale, la justice sociale. Et ce qu'on ne dit pas à Paris, parce que le combat urgent d'aujourd'hui dans une grande ville, bien entendu que c'est l'écologie, bien entendu que quand il y a le métro, le tramway, quand on peut aller au boulot de façon rapide avec tous les transports en commun possibles et les transports alternatifs, bien entendu que la voiture est une aberration. Mais elle ne dit pas que c'est la même chose pour n'importe quel ouvrier en France quand il est dans un endroit où il n'y a pas de transport. Non, c'est pas ça, c'est je voudrais rebondir. Elle est pour l'écologie, sur ce qu'a dit Céline Bracq. Et de nous dire qu'il ne faudra laisser personne sur le bord du chemin et que ça doit s'accompagner d'une politique sociale très forte. On a bien entendu. Par rapport à ce qu'a dit Céline Bracq, il y a un grand défi. Il y a celui qui a été dit, c'est-à-dire la parisienne, l'ennemi de la voiture, etc. Et en région, c'est évident que c'est un problème pour les gens de région. C'est un truc très dur à combattre. Et l'autre chose qui est très importante, qui est un défi politique, à mon avis, majeur, c'est que Anne Hidalgo, elle s'est construite en tant que maire de Paris. À l'international, elle a été présidente du C40, ce fameux groupe des grandes métropoles mondiales, sur une posture politique très intéressante qui était une posture de contre-pouvoir par rapport à l'État-nation. C'est-à-dire l'idée était, qui était portée d'ailleurs pas seulement par elle, par des dizaines de grands maires des grandes métropoles mondiales, qu'aujourd'hui,
Les contre-pouvoirs, c'était les grandes métropoles mondiales qui étaient beaucoup plus compétentes, beaucoup plus capables de lutter en particulier contre le réchauffement climatique. Et dans les faits, on l'a vu par exemple aux États-Unis, face à Trump, il y avait tout un tas de maires de grandes villes, que ça en Californie ou ailleurs, qui se battaient, qui menaient le combat pour le réchauffement climatique, etc. Il y aura 43 métropoles de 10 millions d'habitants. Elle a construit un corpus idéologique, une doxa, si je puis dire, sur cette idée-là, sur cette idée que la grande métropole mondiale, c'était l'avenir. Or, aujourd'hui, il faut aller, tremper les sabots dans la glaise. Elle n'a jamais dit que les métropoles doivent remplacer. Elle a dit que... Tout à fait, mais quand même, parce que les États ne faisaient pas sur une urgence. Non, mais vous savez très bien que ce débat-là, vous l'avez au sein du peuple. Mais que s'il y avait les États, ce serait beaucoup mieux. Mais David, vous savez très bien... la limite, elle sait qu'il faut... Vous savez très bien que ce débat-là, vous l'avez dans les équipes d'Anne Hidalgo, qui est un débat tout à fait intéressant, d'ailleurs. Qu'est-ce qui pourrait nous surprendre? Parce qu'une campagne présidentielle, c'est la rencontre d'un ou une candidate avec le peuple, et effectivement on l'entend même dans votre discours, David Assouline, il s'agit de faire découvrir Anne Hidalgo, son histoire personnelle, son histoire familiale. Qu'est-ce qui pourrait est-ce qu'il y a des mystères dans le personnage? Moi, ce que j'ai découvert en écrivant une biographie sur elle, donc avec beaucoup, quand même plus de 25 heures d'entretien en tête-à-tête, c'est que cette femme est inoxydable. Dans le livre, je l'appelle Miss Titane, c'est qu'elle se relève de tout. Plus elle prend de coups et plus elle avance. Donc c'est quand même ce moteur-là. Moi, ce qui m'intéresse toujours dans mes biographies, c'est qu'est-ce qui fait avancer un personnage pour avoir cette idée saugrenue de vouloir être tout seul à la tête d'un pays. Donc ça, c'est quelque chose qui à chaque fois, moi, me passionne. Et donc chez elle, je cherchais ça. Et alors, ce que David a dit, c'est vrai. C'est-à-dire que son humus ouvrier, etc., son père, elle a quand même été 10 ans inspectrice du travail. Elle a été 10 ans inspectrice du travail, non pas comme ça dans la haute sphère, mais à Saint-Étienne, dans des villes où elle a vécu de très près le déclassement de la classe ouvrière, la fin de certaines industries, etc. Elle était confrontée concrètement tous les jours à ce genre de questions. Donc ce n'est pas quelqu'un elle n'a jamais fait l'ENA, etc. Donc c'est un personnage qui est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Simplement, jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui avançait quand même beaucoup masqué. C'est-à-dire qui avançait tranquillement un peu, même en mode crabe, toujours sur le côté, parce que c'est une femme et que c'est compliqué. C'est un débat qu'on a eu avant de rentrer ici. Pour être au dernier étage. En coulisses. Oui. Faites-nous partager. Non, mais c'est-à-dire qu'une femme, c'est beaucoup plus dur pour elle que pour un homme d'accéder aux plus hautes fonctions. Et elle l'a vécu, elle, pendant très longtemps. Elle a été humiliée un nombre de fois. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ce livre aussi. Je me suis dit, mais comment elle fait pour résister à toutes ces saloperies qu'elle a pris, ces sauts de purin qu'elle a pris sur la tête pendant des années. Donc ça, c'était très intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, ce travail-là, ce travail de découverte, se découvrir, c'est-à-dire c'est à elle doit non seulement faire découvrir aux Français qui elle est, mais pour le faire, il faut qu'elle se découvre vraiment. Est-ce qu'elle doit un peu forcer sa nature d'ailleurs? Non, elle doit se presser surtout. Doit se presser. Elle doit se presser parce que si il s'agit de faire découvrir aux Français qui elle est et ce qu'elle veut, il reste peu de temps. Et c'est ça, à mon avis, une des problématiques pour elle. C'est vrai qu'elle est identifiée, elle est connue comme la maire de Paris, mais pas que. Dit David Assouline, il a raison. Elle a aussi un parcours. Quand on est déjà connu, justement, de pouvoir changer l'image. Alors voilà, donc elle doit construire son image et en même temps emmener les Français vers ce qu'elle veut. Et c'est là où à ce moment du délai qui nous sépare de l'élection présidentielle, malgré le fait qu'elle est encore pas connue dans toute sa dimension par les Français. Elle l'est nettement plus qu'Emmanuel Macron pouvait l'être à la même date. Oui, bien sûr. Elle est plus identifiée. C'est pour vous dire que les choses peuvent aller vite. Mais Emmanuel Macron était identifié sur... Elle est en retard. Je pense qu'on est... Je pense qu'Emmanuel Macron était identifié sur un projet. Oui. Il y avait des axes forts. L'axe fort qu'on connaît, à tort ou à raison, mais qu'on a retenu d'Anne Hidalgo, c'est la transition écologique. C'est globalement, les Français l'associent à ça. Celle qui... à marche forcée, disent les uns, avec du volontarisme, disent les autres, est en train de transformer la capitale. Mais ça, je pense que c'est identifié. C'est le reste, non à l'heure de l'urgence climatique, je ne dis pas que c'est pas fort. C'est la seule chose. Pour le reste, c'est fort et c'est vu de plus en plus comme un sujet important pour les gens. Mais c'est vu comme un sujet important, mais pas prioritaire. Ça veut dire que du coup, un candidat à la présidentielle est obligé de pouvoir convaincre sur tous les autres sujets. Et c'est vrai que quand on a une image déjà associée à un domaine et que les gens ont l'impression déjà de bien vous connaître, sans doute à tort, eh bien c'est plus compliqué de pouvoir modifier cette image-là. Encore plus si un candidat issu de la primaire écologiste
bon an, mal an, essaie de se positionner sur les mêmes thématiques. Alors après, ce sera peut-être une chance, parce que si, par exemple, c'est Sandrine Rousseau qui a été élue, il peut y avoir une déstabilisation au sein d'Europe Écologie Les Verts qui fait que peut-être certains vont venir vous voir et vont vouloir parler avec vous. Et donc vous souhaitez la victoire de Sandrine Rousseau? Je ne vais vraiment pas interférer. Je me doutais que vous n'alliez pas répondre à la question. Mais je veux aussi dire que... Il y en a beaucoup qui veulent la victoire de Sandrine Rousseau. Anne Hidalgo, par qui elle est élue à Paris? C'est quand même assez clair. Je vis depuis 40 ans dans le 20e arrondissement. Elle est élue par les quartiers populaires de Paris. C'est-à-dire par les quartiers qui ressemblent le plus à la France. Et donc je pense qu'elle n'aura pas de difficulté à parler à la France parce que elle sait les convaincre, et ces gens-là de ces quartiers ne votent pas uniquement sur l'écologie ou les préoccupations des cas de sup, etc. Mais c'est là où il y a le logement social, c'est là où il y a les politiques de solidarité sociale les plus fortes, c'est là où il y a les prises en charge de tout ce qui est grande difficulté. Puis le temps d'une campagne électorale a beaucoup changé aussi. Donc, c'est beaucoup plus court. Elle est quand même reconnue comme celle, ou sinon elle ne serait pas maire de Paris, qui conjugue cette nécessité de faire la transition écologique avec une politique de solidarité. Alors, puisqu'on parle des chances, les communistes et les Verts dans sa majorité. Puisqu'on parle des chances d'Anne Hidalgo, il faut aussi parler de ses concurrents. Quentin Calmet, vous pouvez nous rejoindre pour un éclairage sur la candidature d'Arnaud Montebourg. On peut parler de cailloux dans la chaussure, c'est ça? Oui, et puis c'est vrai qu'on l'a suivi, Thomas, tout au long de l'été, dans les événements qui étaient organisés par le PS, que ce soit les universités d'été qui se tenaient à Blois ou les journées parlementaires, vos journées, David Assouline, quand c'était à Montpellier. À chaque fois qu'on posait cette question lors de nos reportages à Hidalgo sur cette candidature d'Arnaud Montebourg, eh bien, elle le bottait en touche systématiquement. Regardez un exemple quand on y était avec Jonathan Dupriez. D'abord, je ne vais pas... chacun a le droit de venir présenter sa proposition, de venir essayer de se faire entendre des Françaises et des Français. Et je respecte toutes celles et ceux qui se lancent dans l'aventure politique, parce que je sais qu'elle n'est pas simple, cette aventure politique. Donc, je n'ai rien à répondre et je ne ferai aucun commentaire. Il n'en fallait pas moins pour y voir un pacte de non-agression entre les deux, comme si les deux prétendants issus de la famille socialiste ne devaient pas s'attaquer l'un l'autre. Et ça m'a été dit dans un article du Monde, je vais vous le montrer, cet article de jeudi dernier. On y voit cette phrase en juin lors d'un déjeuner, la maire de Paris et Arnaud Montebourg top sur un pacte de non-agression et qui fait donc aboutir à un ralliement au second à la première si le trou est fait. L'idée générale portée par les soutiens d'Hidalgo, c'est que Montebourg pourra se rallier dans plusieurs mois. Écoutez, quand on avait posé cette question à un des plus proches soutiens d'Anne Hidalgo, c'est Rémi Féraud. Anne Hidalgo ne va pas être candidate contre les autres candidats de gauche. Elle va porter une dynamique et je pense que c'est celle qui est le mieux à même de rassembler ceux qui voudront se rassembler pour donner une chance à la gauche de gagner. Mais donc si la dynamique va dans le sens d'Arnaud Montebourg, elle pourrait se ranger derrière lui? Je crois que c'est une question complètement théorique. Et changement de ton, Quentin, de la part d'Arnaud Montebourg ce week-end. Oui, tout à fait. C'est comme si toute cette petite musique autour d'un ralliement et d'une dynamique qui avait été distillée par le camp Hidalgo, ça commençait un peu à énerver passablement le camp Montebourg. Alors ce week-end, effectivement, l'intéressé a eu cette petite phrase cash lors d'une interview de France 3 à propos d'un rassemblement à terme. Écoutez. Comme des millions de Français, je me suis fait avoir. Donc je ne recommencerai pas ce que j'ai déjà fait. C'est-à-dire ? J'ai défendu finalement le Parti socialiste. Et comme des millions de Français, je me suis fait avoir. Donc je ne recommencerai pas. Et je ne recommencerai pas avec la fille spirituelle de François Hollande. Anne Hidalgo, c'est la fille spirituelle de François Hollande ? Moi, Voilà, en tout cas, dans le camp Hidalgo, on ne nous confirme pas l'existence de ce pacte de non-agression, mais on s'agace de ces attaques envers Anne Hidalgo de la part de Montebourg, car il est vu en train de caresser Xavier Bertrand, nous dit-on. Effectivement, ils se sont un peu affichés ensemble l'hiver dernier, et ça agace passablement, effectivement, dans le camp Hidalgo. Thomas. Merci Quentin. Fils spirituel de François Hollande, j'imagine que vous voulez répondre. Non, moi, j'ai pas envie de rentrer dans la polémique, mais je me souviens, dans la primaire socialiste ouverte, moi, je soutenais Martine Aubry, et Anne Hidalgo aussi, d'ailleurs.
Et Arnaud Montebourg, une fois battu au premier tour, a appelé à voter François Hollande, à la surprise générale, parce que tout le monde pensait qu'il était plutôt proche de la gauche ou d'exigences plus à gauche. Donc je rappellerai juste cela sans caractériser ce qu'il a dit. C'est d'ailleurs une attaque... Ça montre qu'ils ont du mal à attaquer Anne Hidalgo. Je pense à Arnaud Montebourg là, mais c'est une attaque qu'on entend beaucoup dans la France insoumise, hein, de dire Hidalgo égale Hollande. Et on a déjà vu ça, ce qui est factuellement faux. Enfin, je veux dire, parce qu'en plus, il n'y a pas eu de proximité, elle n'a pas participé au gouvernement, il faut le dire. Elle n'a pas été tributaire ou héritière. Elle a même été une frondeuse, hein, quand même. Du bilan, voilà. Donc. C'est une braque. Arnaud Montebourg, vous l'avez sondé déjà. Il fragilise la candidature d'Anne Hidalgo. Pour le moment, il ne donne pas grand-chose en intention de vote. Ouais. Arnaud Montebourg, il présente 2%, je crois, 2%. Voilà, seulement c'est un des 7, n'est-ce pas, à gauche, candidat de gauche. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éparpillement. Et toutes ces voix-là, finalement, ça fait une somme... plutôt pas mal, puisqu'on a à peu près un quart de voix qui se portent actuellement sur des intentions de vote, encore loin de la présidentielle, sur des candidats de gauche. Ça veut dire que, contrairement à ce qui peut être dit, les deux choses d'ailleurs ne sont pas incompatibles. On dit souvent les Français se droitisent. Dans certains cas, c'est vrai sur les sujets de la sécurité, de l'immigration, c'est vrai aussi sur... la défense de l'entreprise. Maintenant, il y a beaucoup de Français qui se disent de gauche, qui se sentent de gauche et qui trouvent que le président actuel est beaucoup trop à droite. Et donc, il y a vraiment quelque chose, une possibilité. Seulement, si les candidatures à la Montebourg se multiplient et ne se réunissent pas autour d'un candidat à un moment, ça va faire mal et ça va rendre la tâche extrêmement difficile. Mais Arnaud Montebourg, il a une qualité, c'est que c'est un sniper redoutable. Donc, à chaque fois, il cogne et souvent, ça fait mal. Donc, il peut quand même être un peu nuisible, si je puis dire, la candidature d'Anne Hidalgo. Simplement, là, en l'occurrence, dans ce qu'on vient d'entendre, la fille spirituelle de François Hollande, c'est une grosse bêtise qu'il dit, parce que c'est vraiment totalement faux, parce que tout le quinquennat de François Hollande, Anne Hidalgo a quand même été souvent en opposition, mais frontale, avec François Hollande. Elle n'a jamais été... pour des raisons multiples, pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons de posture par rapport à la mairie de Paris. Anne Hidalgo, depuis qu'elle est maire de Paris en poste, elle a toujours eu cette espèce d'obsession de vouloir représenter une ville indépendante, rebelle, etc., la ville de la commune, qui est toujours contre l'État. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, son problème d'être contre l'État aujourd'hui, elle veut diriger l'État. Donc son grand travail, ça va être de dire comment je vais diriger l'État aujourd'hui, puisque moi, pendant des années, j'étais pas vraiment une folle soutien de l'État français tel qu'il fonctionnait. Alors si elle nous fait des propositions claires et nettes sur la manière dont elle voit l'État-nation aujourd'hui, ça va m'intéresser, mais sérieusement. Elle va beaucoup faire de propositions, se basant d'ailleurs sur son équipe de maires, pour une nouvelle étape de la décentralisation. C'est-à-dire elle considère que l'organisation des pouvoirs doit être modifiée, que la place de l'État, des collectivités, etc., doit être repensée globalement pour l'efficacité de l'action publique. Et donc là... il va falloir que ça soit très concret. Elle aura toute la crédibilité d'ailleurs pour le proposer. Je pense que c'est une réforme fondamentale qu'il faut au pays, y compris pour faire la transition énergétique. Parce que c'est bien à tous ces étages qu'il va falloir agir. Mais qui sont ne sont pas forcément des thématiques premières pour les lecteurs. Il va aussi falloir parler retraite, il va falloir parler sécurité, fiscalité, sécurité, santé. Et là, c'est vrai qu'on attend de voir si elle s'inscrit dans ce qu'on a connu au Parti socialiste, est-ce qu'elle sera à sa façon ou à son corps défendant l'héritière du hollandisme et avant le hollandisme d'autres choses, ou est-ce qu'elle sera novatrice? Est-ce qu'elle avancera de nouvelles idées? Par exemple, elle défend la même chose et c'est pour cela qu'on dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de raison qu'on ne se rassemble pas à un moment, c'est sur les idées. Arnaud Montebourg insiste beaucoup sur la réindustrialisation, la relocalisation. C'est l'objet en ce moment de son principal travail, de formuler des propositions allant dans ce sens. De l'émission. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. On se retrouve demain pour un nouveau Sens Public et puis n'oubliez pas, ne ratez pas demain. Vous voulez que je vous cite le livre? Mais oui, Anne Hidalgo, une ambition qui vient de loin, c'est chez Bouquin, c'est le livre de Serge Raffi. Voilà, je n'oublie pas parce que c'est sympa d'être venu.